Quand une entreprise tech valorisée des centaines de millions s'effondre du jour au lendemain, on pense que tout est fini, que tout part en fumée. Mais c'est faux. Quand une entreprise meurt, ses secrets ne vont pas au cimetière. Ils changent de propriétaire. Le logo de la boîte se désintègre, ses bureaux se vident, mais les briques essentielles, comme le code, les brevets ou les bases de données, sont discrètement revendues par des spécialistes. C'est là qu'on doit comprendre la différence cruciale entre l'entité juridique et la valeur économique. La société, en tant que structure légale, peut être dissoute, mais ses actifs immatériels, eux, continuent de vivre. Les brevets, les marques, les logiciels, les données clients, tout ça peut être cédé et continuer de rapporter de l'argent, mais dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est le rôle du liquidateur ou de l'administrateur judiciaire. Son job, c'est d'organiser la vente de ses actifs pour rembourser les créanciers. Il est le maître d'orchestre de cette grande braderie silencieuse où les vrais trésors ne sont pas les chaises de bureau, mais les idées. Et c'est là qu'entre en scène ce que j'appelle le marché noir légal des actifs. Un monde froid, mécanique, où des acteurs spécialisés viennent démanteler ce qui reste de l'entreprise. On les surnomme parfois les vautours, mais ce sont des fonds d'investissement opportunistes ou des concurrents bien informés. Ils rachètent dans les actifs en détresse à des prix cassés. Les machines, les marques, les bases de données et surtout l'or de notre époque, la propriété intellectuelle. Dans la tech, la valeur ne réside plus dans les murs ou les meubles. Un liquidateur vous le dira sans détour. Un serveur, ça vaut le prix du métal, la vraie valeur, c'est l'immatériel. Les brevets, les logiciels, les secrets de fabrication, les designs peuvent être vendus séparément, pièce par pièce. Parfois, ils sont rachetés par des entreprises qui n'étaient même pas des concurrents directs, mais qui voient maintenant une opportunité d'intégrer une technologie à moindre coût. Dans certains cas, le liquidateur va jusqu'à créer une structure temporaire juste pour maintenir le code en vie, pour que le site web ne s'éteigne pas, le temps de trouver le bon acheteur. On a vu des startups de la Silicon Valley être liquidés, et quelques années plus tard, leur produit phare réapparaît sous une autre marque portée par une autre société qui a simplement racheté l'IP pour une fraction de son coût de développement. On voit ça aussi avec des marques historiques de la mode ou du commerce, dont le nom est racheté pour être relancé comme une marque zombie vidée de son âme originelle. Maintenant, comment les grands groupes se protègent-ils de ces catastrophes en chaîne ? C'est là qu'on découvre un jeu de poupées russe fascinant, la société zombie et l'isolation des dégâts. Le droit des affaires est clair. En principe, il y a une séparation stricte entre une maison mère et sa filiale. Chaque entité a ses propres dettes, ses propres responsabilités. Le résultat, c'est qu'une filiale peut faire faillite, licencier tout son personnel et laisser des dettes béantes pendant que le reste du groupe continue tranquillement de prospérer, parfois en utilisant les mêmes technologies ou les mêmes produits. Légalement, tout est cloisonné. Certains groupes vont même plus loin en créant des structures complexes avec des coquilles vides ou des sociétés écrans spécifiquement conçues pour porter les risques. Ces sociétés, souvent avec très peu de capital, sont destinées à être sacrifiées en cas de problème. C'est une stratégie de coupe-feu juridique. Le système est si répandu que de nouvelles lois tentent de limiter les abus, par exemple en restreignant la revente de ces coquilles vides. Ça montre bien que ce n'est pas un bug du système, mais une fonctionnalité. Et c'est là qu'une question éthique se pose. À partir de quand la gestion prudente du risque devient-elle un dumping moral organisé ? On est face à un décalage immense entre ce qui est légalement permis et le sentiment de trahison vécu par les salariés, les petits fournisseurs ou les clients laissés sur le carreau. Alors, qui sont les architectes invisibles de ce système ? Qui y gagne vraiment à la fin ? En premier lieu, on trouve les créanciers garantis. Ce sont les banques ou les détenteurs d'obligations qui ont des sûretés, des garanties sur certains actifs. Quand vient le moment du partage, ils sont servis en premier, avant tout le monde. Ensuite, il y a les liquidateurs et les administrateurs eux-mêmes. Leurs honoraires sont payés sur le produit de la vente des actifs. Parfois, ils ont même un intéressement sur les cessions les plus juteuses, comme celle de la propriété intellectuelle. Bien sûr, on retrouve les fonds spécialisés dans les distressed
assets, les actifs en difficulté. Leur modèle économique est simple, acheter au plus bas quand tout le monde panique et revendre en faisant des multiples, soit en dépeçant l'entreprise, soit en restructurant ce qui peut être sauvé. Et puis, il y a un cas de figure encore plus troublant, les fondateurs eux-mêmes. Dans certains dossiers, après avoir laissé les dettes dans l'ancienne structure, des dirigeants reviennent par la petite porte. Ils créent une nouvelle société et rachètent, pour une bouchée de pain, les meilleurs actifs de leur propre entreprise en faillite. C'est un recyclage des mêmes acteurs qui illustre parfaitement la nature cyclique et parfois cynique de cet écosystème. Finalement, tout cela nous amène à une conclusion fascinante et un peu dérangeante. On pourrait l'appeler les échos de l'innovation, ou comment les idées des entreprises mortes reviennent hanter notre présent. Beaucoup de boîtes tech disparaissent avant même d'avoir pu commercialiser la moitié de ce que leurs ingénieurs ont développé. Leurs disques durs sont pleins de brevets dormants, de prototypes, de lignes de code et d'algorithmes qui n'ont jamais vu le jour. C'est un véritable trésor de génie oublié, et ces actifs immatériels ne disparaissent pas. Ils sont parfois stockés pendant des années chez des liquidateurs ou dans les portefeuilles de fonds d'investissement en attendant le bon moment, le bon contexte de marché ou le bon acheteur pour être réactivés. Il y a une véritable course souterraine aux reliques technologiques. Les géants de la tech, les grands groupes industriels, tous cherchent à acquérir ces briques de R&D en sous-marin, une innovation déjà payée par d'autres, financée par des investisseurs qui ont tout perdu. L'innovation qui vous semblera nouvelle dans un produit que vous achetez a peut-être déjà 10 ans, et elle vient d'une start-up qui a fait faillite il y a longtemps. Des idées que l'on croyait enterrées pour toujours réapparaissent avec un nouveau nom, une nouvelle marque, de nouveaux fondateurs, parfois dans un autre pays et pour un usage totalement différent. Alors la prochaine fois que vous utiliserez une nouvelle application ou un nouvel objet connecté, posez-vous la question, à qui appartenaient vraiment ces premières lignes de code ? Merci d'avoir regardé. Si ce voyage dans les coulisses de l'économie vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner.